Bien, nous allons continuer autour de la santé. Je le disais, aujourd'hui nous parlons beaucoup de santé. Pourquoi ? Parce que la situation est très sérieuse, parce que lorsque je regarde le dernier sondage pour les Échos, sondage Elab, c'est la préoccupation numéro 2 des Français derrière le pouvoir d'achat, selon cette enquête et toutes les enquêtes d'opinion. Emmanuel Macron est à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. Il n'est pas malade. C'est notre système de santé qui est malade. Il est à l'hôpital, à Corbeil. Il doit annoncer des mesures pour, dit-il, refonder le système de santé. Refonder le système de santé. Des plans santé, c'est, je sais pas moi, je suis journaliste depuis longtemps, j'en ai tellement connu des plans santé. Oui, les uns derrière les autres, des milliards et des milliards qui sont alignés les uns derrière les autres. Mais où passe cet argent ? Avec nous pour parler de notre système de santé, 3 invités par ordre alphabétique. Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Avec nous également le docteur Frédéric Lapostole, qui est professeur de médecine d'urgence à Bobigny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Étienne Mainviel, médecin, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école polytechnique. Étienne Mainviel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Nous allons réfléchir à notre système de santé avec un regard attentif sur ce que pourrait annoncer le président de la République. J'attends, j'ai l'ordinateur devant moi pour savoir exactement, dès qu'il annonce quelque chose, je vous fais part de ces annonces. Moi, j'ai une première question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui en France, nous sommes moins bien soignés qu'il y a 10 ans ? Tour de table. Qui veut commencer ? Jean-Paul Hamon. Est-ce qu'on est moins bien soigné qu'il y a 10 ans ? C'est plus difficile de trouver un médecin. Incontestablement, la France est en train de se désertifier. Mais moi, moi qui ai commencé à exercer il y a 50 ans, quand quelqu'un se cassait le col du fémur il y a 50 ans, c'était quasiment un arrêt de mort. Tandis que maintenant, si la personne ne marche pas au bout de 3 jours après son intervention, elle fait un procès à l'hosto ou à la clinique. Donc, oui, encore faut-il clairement, que cette personne soit prise en charge rapidement. Rapidement, c'est vrai. Mais là, on est confronté à une désertification galopante, au fait que l'hôpital ne travaille plus correctement avec la ville, que la ville n'a plus les moyens d'éviter les hospitalisations et de raccourcir les hospitalisations. Et on a un système hospitalier où tous les gens souffrent. Les infirmières qui tenaient les boutiques, elles étaient payées il n'y a pas si longtemps 2 SMIC, et là maintenant elles sont payées 1 SMIC, 1 tiers ou 1 quart, et donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Docteur Frédéric Lapostole, est-ce qu'on est moins bien soigné aujourd'hui qu'il y a 10 ans ? Je pense qu'on est individuellement mieux soigné, collectivement moins bien soigné. Ça peut paraître bizarre, mais les progrès sont indiscutables en médecine au cours. Alors 10 ans, c'est peut-être une période courte, mais sur une génération. Oui. Individuellement, les progrès sont manifestes, incontestables. Par contre, la probabilité d'être bien soigné, de pouvoir être pris en charge dans les délais, dans la bonne filière, compte tenu de ce qui a été dit, cette probabilité-là, elle a diminué. Donc globalement, on est mieux soigné, mais c'est plus difficile d'être bien soigné. Mais c'est plus difficile. Étienne, docteur Mainviel. Oui, moi je pense qu'on est beaucoup mieux soigné maintenant qu'il y a 10 ans. Les avancées thérapeutiques sont quand même énormes. Pour avoir un message un peu optimiste sur le système de santé, moi je travaille en oncologie, les progrès sont phénoménaux. Donc oui, mais encore faut-il connaître... Alors, attendez, par contre, on est beaucoup plus désorganisé qu'il y a 10 ans. Et même qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Enfin, il y a la période Covid qui est évidemment intervenue ces dernières années. La dégradation, pour moi, elle est liée à un manque d'organisation, une désorganisation qui devient de plus en plus totale. Donc ça rejoint ce que disent les collègues. C'est-à-dire que maintenant, pour trouver individuellement le bon parcours, l'accès, que ce soit au départ ou que mais pour aller dans le centre de référence... je pose simplement la question, pourquoi ? Oui, alors... Pourquoi est-ce que nous sommes moins bien organisés ? Est-ce qu'on pouvait le prévoir ? Pour reprendre des propos moi je pense qu'effectivement c'est une dégradation très lente, c'est-à-dire que cette organisation du système est quelque chose d'abord qui est très complexe, qui est mal compris, qui embête en règle générale les citoyens, mais qui est nécessaire maintenant à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau de l'État, de l'administration centrale, il y a des réorganisations à voir. Au niveau régional, on parle beaucoup de proximité, d'aller dans les territoires. Oui, c'est pas du tout la même chose. Moi je suis originaire du fin fond du Béarn, c'est pas du tout la même chose qu'à Paris ou à Toulouse ou à Montpellier. Donc il faut déjà être beaucoup plus territorialisé en proximité. Et puis après, il faut qu'on arrive à avoir des formes d'organisation beaucoup plus fluides. C'est-à-dire que ce soit dès le départ de l'accès, ensuite dans les centres de référence. Moi, je suis dans un petit village, pour vous donner un exemple, qui s'appelle Arrête, que je vous recommande, qui est vraiment un village magnifique. Il y a un centre hospitalier de proximité qui s'appelle Oloron-Sainte-Marie.
qui est ce qu'on appelle un hôpital de proximité. La grande difficulté, c'est de savoir est-ce qu'il se maintient ou pas. C'est des coûts assez importants pour le système. On se demande franchement s'il vaut mieux pas, en termes de sécurité, aller au centre hospitalier de Pau, si vous avez un pépin, que d'aller à Oloron-Sainte-Marie. Donc il y a toute une graduation des soins à définir. Il y a un renforcement des lignes primaires sur les maisons de santé pluridisciplinaires, où on en parle depuis des années, mais on n'est qu'à 20% pour l'instant de travail en collectif. On pourra y revenir pour les raisons. Donc il y a tout un univers, si vous voulez. Pour vous, c'est donc une question d'organisation. Ah, complètement. C'est avant tout une organisation. Complètement. Une question d'organisation. Je finis mon tour de table. Question d'organisation. Question d'organisation. Vous êtes urgentiste. Ouais, mais pour l'instant, on a raisonné et vous aviez raison. Vous l'avez dit là. On va de nouveau structuré différemment. Alors on change les termes, mais c'est la même chose. Mais nous, ça fait 25 ans à l'hôpital qu'on est structuré, déstructuré, restructuré, redéstructuré, restructuré, et on voit l'état pitoyable dans lequel on est aujourd'hui. Oui. Et probablement que l'erreur a été de considérer l'hôpital indépendamment du reste du système de santé. Et je trouve ça très intéressant ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est-à-dire que ça a éclaté de toutes parts. De tous les côtés. Les psychiatres qui sont un peu à part de l'hôpital, parce qu'ils soignent aussi les patients dans des structures spécialisées, les pédiatres, les médecins généralistes. On pourrait discuter aussi des problèmes d'approvisionnement en médicaments. Ça montre bien que c'est le système qui déconne. Et c'est le système qu'il faut revoir. Et ce qu'on a structuré, c'est des petits bouts. Mais à un moment, il va falloir se mettre autour de la table et restructurer l'ensemble du système. Et tant qu'on fera pas ça, on fera du rafistolage, comme on en a fait à l'hôpital depuis des lustres. Nous verrons tout à l'heure quelles sont les solutions, parce que nous faisons le constat dans une première partie, et ensuite les solutions. J'invite d'ailleurs les auditeurs ou les auditrices 0826 300 300 à intervenir. Jean-Paul Hamon. Pourquoi ? Moi, vous savez, je me suis installé en 1973 dans un groupe de 4 médecins généralistes. J'ai fait le 5e. C'était un groupe qui s'était créé en 52. À une époque où l'ordre des médecins trouvait que c'était un peu commercial de se regrouper. J'ai pris la suite d'un médecin communiste qui se venait de se faire expulser du Maroc pour communisme, qui s'était associé avec un autre médecin dont la femme était députée communiste, et ils ont pris comme 3e associé un type dont le frère était au Figaro. Donc ça faisait une assemblée comme ça hétérogène, et ce groupe-là, il s'est agrandi en 68, et moi en 73, je suis arrivé, j'ai fait le 5e. Pour moi, les groupes monodisciplinaires qui communiquent avec d'autres groupes monodisciplinaires, c'est l'avenir. C'est-à-dire que si moi, dans mon groupe, j'assure une continuité des soins de 72 heures par semaine, et que je communique avec un groupe d'infirmières ou un groupe de kinés, on peut faire du maintien à domicile. Si à la sortie de l'hosto, on pouvait supprimer les prestataires qui bouffent la laine sur le dos des pharmaciens et qui bouffent la laine sur le dos des infirmières libérales, qui du coup essayent de se refaire la cerise sur le dos des médecins, ce serait beaucoup mieux. Moi, je vous donne un exemple. J'ai une dame, 82 ans, sous neuroleptique, bronchite chronique obstructive. Mon interne lui avait appris à se servir d'un oxymètre au doigt. Elle m'appelle à 7 heures du soir pour me dire docteur, j'ai 89 de saturation en oxygène, j'ai du mal à respirer. J'appelle le pharmacien qui donne de l'oxygène, qui amène de l'oxygène en 1 heure, à 20 heures. L'infirmier libéral vient à 20 heures pour mettre en place l'oxygène, etc. Me rappelle à 9 heures du soir sur mon portable pour me dire, écoutez, la dame, elle est à 94, on va peut-être se la garder. On se l'est gardée. On a évité d'aller à l'hosto. Là, une équipe légère, réactive, avec des moyens, on évite aux gens d'aller à l'hôpital. Et si en plus on s'appuie sur le couple médecin-infirmier et que on a une personne âgée, parce que c'est celle-là qui souffre à l'hôpital, qui sont sur des brancards et qu'on peut pas hospitaliser. Si on appelle le couple médecin-infirmier et que moi je constate qu'une personne passe du stade de semi-dépendant à dépendant et que j'appelle les CCAS pour leur dire trouvez-moi une auxiliaire de vie dans les 6 heures et un portage de repas dans les 6 heures, on évite l'hospitalisation et on raccourcit l'hospitalisation. Si l'hôpital communique avec la ville quand ils ont quelqu'un à faire sortir qui n'est plus justifié d'être dans les services et qu'on réagit avec une équipe de proximité, on évite. Donc c'est une question d'organisation collective. On est bien d'accord. Bien, pour l'instant on ne l'a pas, cette organisation collective. On est bien. Nous verrons quelles sont les solutions tout à l'heure. Vous vouliez dire quelque chose, docteur Mainviel? Je rappelle que vous êtes médecin et directeur de recherche au CNRS et professeur à Polytechnique. Oui. D'abord, le sujet, il n'est pas franco-français. Pour remettre un peu en perspective, c'est
tous les pays européens sont dans la même difficulté. Oui. Il y a une évolution quand même dans la prise en charge. Et d'abord, on prend plus de patients en prise en charge en 2023 qu'il y a même 10 ans. Donc à chaque fois, ça progresse avec des ressources qui doivent suivre. Et aussi, il faut jouer donc sur cette organisation qui doit être de plus en plus fluide. Donc le mot magique, c'est parcours et coordination. Je n'oublierai pas dans notre débat les patients non plus. Et les patients. Et la responsabilité des patients. Non. Qui sont devenus des consommateurs de la santé. Qui souvent ne vont pas chez un médecin ou parce qu'ils sont vraiment très malades. Un petit truc et on consomme la santé. Quoi. Admettons. Mais ce qui est fondamental, c'est cette notion de coordination. C'est-à-dire qu'on est maintenant sur des besoins horizontaux. C'est-à-dire qu'il faut que les médecins généralistes travaillent avec l'hôpital, les urgentistes, les infirmières. La grande difficulté, c'est que le système a beaucoup de mal à se réformer en France ou ailleurs parce qu'on est très vertical dans l'analyse. Je prends un exemple. Les revendications à l'heure actuelle, où il y a le feu un peu partout, elles sont catégorielles. Elles ne sont pas sur des raisonnements collectifs où on essaye de voir des forfaits, par exemple. C'est vrai que les médecins généralistes demandent une augmentation de 25 à 50 euros. D'ailleurs, un mot, tiens, je vous aurais là pas. 25-50 euros, Jean-Paul Lemont, vous trouvez que c'est normal, cette revendication ? Le prix réel de la consultation, il est autour de 33 euros avec les différents forfaits. Et ce dont il faut tenir compte, c'est l'évolution de la société. C'est-à-dire que des vieux cons comme moi qui ont bossé 55-60 heures par semaine, c'est une génération qui a disparu. Qui est finie, c'est fini. Moi, j'ai commencé à faire du syndicalisme en 2002 quand l'État avait piqué 11 milliards à la caisse d'assurance maladie pour financer les 35 heures et refusait 200 millions aux médecins généralistes pour passer de 18,50 € à 20 € alors que notre consultation était bloquée depuis 7 ans. Eh bien, cette génération des 35 heures, maintenant, si vous voulez, il y a des gens qui ont levé le guidon en disant « Attends, il y a des mecs qui veulent bosser 35 heures, pourquoi nous on bosse 60 ?» Et là, maintenant, dans cette manifestation d'hier, c'était des jeunes femmes, 70% de jeunes femmes, dont 3 de mes anciennes internes, qui étaient installées depuis 5 ans et 10 ans, et qui me disaient, mais Jean-Paul, nous, on aimerait bien quand même avoir un minimum de vie de famille, pouvoir voir grandir nos enfants, c'est-à-dire qu'elles bossent pas le mercredi après-midi, elles bossent pas le samedi après-midi, elles vont chercher leurs enfants une fois ou deux à la sortie de l'école, et donc, ce qu'il faut... Ça explique aussi la pénurie de médecins, attendez. Ce qu'il faut, c'est que quand vous bossez 40 heures, ce qui est déjà pas mal, ou 45 heures, ce qui est déjà pas mal, mais que en plus, il faut assurer une continuité des soins, au moins 72 heures par semaine. Donc, il faut que les gens se regroupent, qu'ils puissent avoir les moyens d'avoir une vie de famille et faire en sorte que la continuité des soins soit assurée. Et là, il faut s'adapter. Et quand vous êtes à 40 heures, avec 20% de temps administratif, et que votre consultation est à 25 €, eh ben, ils s'en sortent pas. Et une de mes anciens internes me dit, Jean-Paul, si on reste à 25 €, je licencie ma femme de ménage. Elle n'a pas les moyens d'avoir un secrétariat. Comment voulez-vous bosser sans secrétariat quand vous êtes médecin? Étienne Maviel, terminé alors. Donc c'est une question d'organisation. Voilà, c'est donc une question d'organisation. Il faut travailler collectivement. Sur le 25 à 50 €, faut voir aussi le phénomène. C'est vrai que les généralistes ont beaucoup de déclarations d'amour, assez peu d'actes en règle générale ces dernières années. Ils sont assez pénalisés dans le système. Et le 25 €, c'est vrai que c'est assez choquant quand on regarde les comparaisons européennes. Même si après il y a des calculs. Disait un médecin niçois, je crois, on va dans une onglerie et on paie 30 €. Quoi. Oui, ou un coiffeur, c'est 20 €. Un coiffeur, on est d'accord. Bon. Mais attendez, juste, si on continue dans cette logique, c'est pour ça que la logique catégorielle est que le président de la République est quand même dans une situation compliquée, parce que il doit éteindre des feux qui sont des revendications catégorielles. Si on prend par exemple au sérieux le passage de 25 à 50 €, ça coûte 3,5% de PIB. C'est-à-dire que ça coûte grosso modo 8 milliards au système. Bon, 8 milliards, qui va les payer déjà? Et puis deuxième question, si on accepte les généralistes... Nous, avec nos cotisations. Exactement. Donc ça retombe quand même sur les citoyens. Deuxième point pour terminer, c'est que si on accepte les généralistes, après vous avez les spécialistes, vous avez les hospitaliers qui peuvent très légitimement revendiquer aussi des augmentations de salaire, et on se retrouve dans un cercle vicieux, si vous voulez, qui est pas très constructif, parce qu'on se retrouve tout le temps dans de la négociation de prix et de tarifs, alors qu'il faut de l'organisation et du collectif. Il est 11h19, petite pause, on se retrouve. À tout de suite. 11h22, débat autour de la santé en France, ça craque de tous les côtés, à l'hôpital, chez les médecins libéraux, les personnels soignants, les médecins spécialistes, enfin, etc., etc. Je parle même pas des laboratoires. C'est un autre débat, peut-être plus corporatiste. Gérald va intervenir dans le débat. Gérald, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe, mes meilleurs vœux 2023. Meilleurs vœux, vous êtes à Auxerre, dans l'Yonne, Gérald. Vous êtes secrétaire médical, hein, c'est cela? Absolument.
Alors, que vouliez-vous dire? Maintenant en retraite, ça. À la retraite aujourd'hui, oui. Ouais. Allez-y, Gérald. Alors, le problème, la problématique médicale, elle remonte pas aujourd'hui, elle remonte pas hier. Ça a commencé dans les années 80 avec ce fameux numerus clausus qui a été mis en place. Je comprends tout à fait que les médecins maintenant craquent par rapport à des consultations ils sont submergés. Je vais vous donner un chiffre. Nous, on a à peu près 58 médecins pour 100 000 habitants dans Lyon. La moyenne nationale, c'est 77. Donc déjà, on est largement en dessous. Ce que je comprends tout à fait, c'est que les médecins maintenant n'en peuvent plus parce que comme il y a moins de médecins, bien évidemment, les consultations, le nombre de patients augmente. Pour avoir maintenant des consultations chez un médecin généraliste, parfois il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On n'a plus d'ophtalmo, on n'a plus d'ORL, on n'a plus. Alors je parle même pas d'hospitalier parce que moi j'étais dans un hôpital. On avait un vrai problème. Il nous manquait 30 postes et il nous manque toujours 30 postes de médecins. Les aides-soignantes, les infirmières, les ASH, les techniques, tout craque de partout. Alors, Monsieur Macron, je ne sais pas ce qu'il va annoncer, mais faut vraiment des actes et non pas du vent, puisque c'est facile de dire on va refaire une réforme ou une refonte. On a eu un Ségur il n'y a pas longtemps, hein. Des milliards qui ont été annoncés. On ne sait pas où ils sont passés, mais des milliards. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord. Oui. Si vous voulez, les médecins qui sont maintenant, je dirais, en difficulté parce que ils ont bien tout à fait le droit d'avoir une vie privée puisque quand on se passe des 55-60 heures par semaine, moi je comprends tout à fait qu'ils en aient ras-le-bol. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire du vrai recrutement. Du recrutement, je rappelle qu'il faut entre 10 et 11 ans pour former un médecin. C'est trop long, non? C'est trop long d'ailleurs, 10 ans pour former un médecin généraliste, non? C'est long, mais je dirais que c'est peut-être... Est-ce que c'est trop long? Attendez, restez avec nous, Gérald, mais Étienne Mainvielle. Dans les sociétés modernes, si vous voulez, des études de 10 ans, ça veut dire que les gens arrivent à 30 ans, en couple souvent, avec des enfants, sur des salaires qui sont quand même modiques, un nombre d'heures d'activité énorme. Ça n'a pas de sens par rapport à ce que représentent ces études. D'ailleurs, il y a un symbole, c'est la 5e année d'interne de médecine générale. C'est typiquement le genre de réforme qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander une 5e année alors que vous êtes déjà à 4 ans, vous voyez, de formation supplémentaire. Formation trop longue. Formation trop longue. Jean-Paul Hamon. Non, mais c'est-à-dire que là, c'était une 10e année. C'était une 10e année. Et le gouvernement, les députés ont voté cette 10e année pour les seuls médecins généralistes à faire exclusivement dans les zones désertifiées, sans la moindre concertation, sans le moindre encadrement et surtout sans la moindre incitation. C'est-à-dire qu'on leur dit, c'est de la main-d'œuvre, ils imaginent avoir de la main-d'œuvre à bas coût, on impose à ces gens-là, à des internes qui sont déjà mal encadrés, qui font que ces internes, vous savez, quand vous êtes jeune, si vous avez cet âge-là, que vous découvrez ce que c'est que la réalité de la médecine, la maladie, la mort, la fragilité de l'existence, et qu'en plus vous êtes face à des responsabilités très lourdes, un interne se suicide tous les 16 jours. Et là, on est en train de leur coller, sans concertation, une 10e année à faire exclusivement dans les zones où il n'y a pas de médecin, sans encadrement. Bon, on parlera de l'hôpital tout à l'heure, mais vous voulez compléter sur les internes, parce que nous on a mené une étude avec le syndicat des internes, on a regardé, on a essayé de comprendre, parce que le phénomène est assez dramatique, comme vous l'avez rappelé, sur les suicides et le burn-out. Ce qu'on a constaté avec les internes, c'est que, contrairement peut-être à une idée reçue, ils travaillent moins en 2022 qu'en 2012. C'est-à-dire que on penserait que c'était un volume horaire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le contenu du travail. C'est-à-dire qu'ils sont dans un contenu où ils sont un peu le dernier maillon de la chaîne, donc ils font toutes les choses que les autres ne veulent pas faire. Ils n'ont pas, effectivement, comme ça a été rappelé, d'encadrement. Il y a des questions en plus de relations hiérarchiques qui sont désagréables. Bon, je ne vais pas énumérer, mais c'est vraiment sur cette question du contenu du travail. Et à nouveau, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que c'est pas tellement une question d'argent ou de réduction du volume horaire, qui sont des facteurs, mais c'est surtout de comprendre maintenant le contenu du travail pour tous les professionnels de santé. Gérald, vous terminez votre intervention. Gérald, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Eh bien, moi, je dis que effectivement, les études sont beaucoup trop longues. Et je rappelle également juste une toute petite chose. Oui. On parle maintenant d'infirmiers en pratique avancée pour combler le manque de médecins. Alors donc, effectivement, vous avez des infirmières. Pratique avancée, ça veut dire simplement qu'on va confier à des infirmiers et des infirmières des actes médicaux que faisaient les médecins. Exactement, pour remplacer bien évidemment
la pénurie. Mais Voilà. en tout cas, j'espère que Monsieur Macron va faire vraiment son travail pour une fois, parce que c'est vrai que faire du vent c'est bien, mais à un moment donné on va s'enrhumer tous. Voilà. Merci Gérald. Sur oui, on parle beaucoup de la médecine libérale. Vous, aux urgences, à l'hôpital, finalement, vous avez presque les mêmes problématiques. Mais en fait, on met souvent sur le devant de la scène les urgences parce que on est un des rares endroits où rien ne se contrôle. C'est-à-dire que l'amont ne se contrôle pas, le nombre de patients qui recourent aux structures d'urgence, que ce soit le SAMU et les services d'urgence, ne peut pas se contrôler. Il y a eu des exceptions, mais globalement on ferme pas la porte et on est dépendant de la disponibilité des autres spécialistes. Et l'aval ne se contrôle pas non plus. L'aval, c'est le nombre de lits. Et vous savez bien que le nombre de lits a diminué, mais c'est un jeu de domino. C'est-à-dire que quand il y en a un qui tombe, tout le reste se casse la gueule. Parce que si on a un patient qui se présente aux urgences avec un accident vasculaire cérébral, c'est très difficile aujourd'hui de trouver un lit dans une unité spécialisée. Oui. Quand on s'adresse à nos collègues neurologues, ils nous disent « Mais oui, je ne peux pas libérer le lit parce que je ne trouve pas de place dans un service de rééducation. » On va voir le rééducateur qui dit « Mais oui, mais moi, mes lits sont encombrés par des patients qui pourraient retourner à la maison, mais qui ne peuvent pas y retourner comme ça parce que ils sont en déambulateur, parce qu'ils sont en fauteuil roulant, parce qu'ils ont besoin de soins à domicile. » Et on n'a pas cette offre de soins. Oui. Donc le problème, il est que les autres peuvent restreindre. Si le patient est dans le lit est occupé et on ne prend pas d'autres patients dans le service. Donc l'aval peut se fermer, l'amont peut se fermer, et pas nous. Donc c'est pour ça qu'on est en première ligne et qu'on souffre particulièrement. Vous êtes le point de rencontre. Mais on voit bien que le problème n'est pas de régler, il n'y a pas de crise aux urgences. Oui, la crise des urgences n'est qu'un indicateur de la crise et de l'organisation, l'organisationnelle du système de santé et du parcours de soins. Et donc, vouloir régler un par un ces problèmes-là n'apportera aucune solution. On peut restructurer encore une fois. On règle globalement ou on ne règle rien. Mais on sursoit et on se retrouve dans la même situation dans 5 ans. Quand il parle de la personne qui rentre avec un déambulateur ou un fauteuil roulant, etc., là, vous n'imaginez pas le boulot qui est fait par les infirmières libérales à domicile. Et si, à la sortie de l'hôpital, il y avait quelqu'un qui appelait, et si, par exemple, imaginons, que le patient de plus de 60 ans ou le patient qui a une affection de longue durée, il est obligatoirement un médecin traitant, ça c'est déjà le cas, mais obligatoirement un infirmier référent. Et que à l'hôpital, quand la personne sort, on téléphone à l'infirmier référent et on lui dit voilà, la personne va sortir et là elle va sortir dans 12 heures ou elle va sortir demain. On organise la sortie, c'est-à-dire que on demande aux pharmaciens de nous fournir le fauteuil roulant, le lit d'hôpital s'il y a besoin, etc., l'oxygène s'il y a besoin. On la rapatrie sans problème. Mais la difficulté c'est ça, c'est que on invente un nouveau métier alors que sur le terrain on ne valorise pas le boulot des infirmières libérales. Imaginez que ces infirmières libérales se déplacent à domicile pour combien ? Oui, elle le disait, 2,50 €. 2,50 €. Et l'État, dans sa grande générosité, quand l'essence a explosé, ils ont accordé une prime de 4 centimes. C'est-à-dire que le médecin généraliste se déplaçait à domicile pour 10 € 4 centimes et l'infirmière pour 2,54 €. Oui, mais c'est fini la prime. Et ça vient d'être supprimé. Vous voyez, on a du mal à s'en remettre. Je vais vous donner la parole. Il est 11h31. Il faut que j'observe encore une page de pub. Ensuite, on prendra aussi Marie, qui est à Limoges, dans la Haute-Vienne. Merci d'être avec nous. 0826 300 300 pour intervenir. Il est 11h31. Parlons de notre système de santé. Si je comprends et si j'écoute bien nos intervenants, il faut absolument revoir de fond en comble ce système, le refonder. Nous verrons ce que va proposer Emmanuel Macron. Pour l'instant, il ne s'est pas encore exprimé. 3 invités avec nous. Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Frédéric Lapostole, professeur de médecine d'urgence à Bobigny. Étienne Mainviel, médecin directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école polytechnique. Bien. Et Marie, évidemment, 0826 300 300. Vous savez que ici vous êtes prioritaire. Donc vous appelez, vous intervenez, vous êtes là. Et je vous donne la parole, Marie. Bonjour. Bonjour, messieurs. Marie, que vouliez-vous dire ? Je voulais compléter, entre guillemets, l'intervention de monsieur Hamon. Oui. Mon papa habite dans un petit village en Corrèze, en Haute-Corrèze. Il a 96 ans. Oui. Il est insuffisant cardiaque, respiratoire, rénal. Il a beaucoup de pathologies. Il habite seul chez lui. Et nous avons une infirmière en pratique avancée qui donc travaille en binôme avec le médecin généraliste qui suit mon papa et qui nous a encore évité la semaine dernière une hospitalisation, si vous voulez.
Elle a tout mis en place pour que mon papa ne soit pas obligé d'aller aux urgences. C'était en plus le week-end du 1er de l'an. Mmh. Et ma nièce qui travaille dans cet hôpital a dit surtout, il faut pas y aller. Oui, oui. Voilà. Il n'y a pas de, si vous voulez, la structure, comme partout, n'était pas pourvue suffisamment en médecins et donc si j'ai bien, la collaboration médicale a permis une prise en charge de votre père, Marie, et une bonne prise en charge de votre père. C'est une continuité, si vous voulez. Continuité de soins. Oui. Exactement. Mais et si vous voulez, après, je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres départements, mais en Corrèze, c'est vraiment très structuré. Elles sont 2 pour le moment. Elles vont chez les gens, elles font un suivi, si vous voulez, qui peut être hebdomadaire, qui peut être à la quinzaine. Je ne sais pas exactement comment elles fonctionnent. Chez nous, en ce moment, elles viennent toutes les semaines pour prendre la saturation, etc. Les constantes, dit-on, je crois, c'est ça. Et si vous voulez, ça nous sécurise dans le sens où, pour le moment, on évite l'hospitalisation et éventuellement la maison de retraite. Merci Marie pour votre témoignage. Merci vraiment. Voilà, ça illustre et ça nous permet d'assurer la transition vers les solutions. Ça illustre notre propos. Docteur Mainvielle. Oui, moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Marie parce qu'elle souligne quand même le rôle des infirmières libérales qu'il faut vraiment saluer parce qu'elles sont très présentes au domicile des patients. C'est souvent le premier contact. Et quelque part, moi je comprends pas, si vous voulez, le constat qu'on fait qu'il manque de médecins sur le territoire et en même temps de pas quand même accélérer sur ces infirmières libérales et même les infirmières de pratique avancée. Moi, j'ai pas compris que le Sénat ait annulé le décret sur la formation des IPA, le fait de former rapidement. Parce qu'il y a des médecins qui étaient contre. Oui, alors Jean-Paul Hamon. C'est vrai, il y a des médecins qui sont contre. Non, c'est-à-dire que si une infirmière qui communique avec le médecin, je peux vous dire, il n'y a pas besoin que ce soit une infirmière en pratique avancée, parce que les infirmières, elles sont là. L'infirmière en pratique avancée, c'est qui? C'est une infirmière qui est installée depuis 3 ans. Oui, mais il faut qu'il y ait de la délégation de compétences. La délégation, écoutez, mais les délégations, on le fait tout le temps. Oui, mais il faut qu'elles soient encadrées. Ce qu'il faut, c'est valoriser. C'est pas la peine d'inventer un nouveau métier. Par contre, là, si l'infirmière, il faut qu'elles soient encadrées quand même en responsabilité professionnelle. Vous croyez que je suis pas en rapport avec les infirmières en permanence? Vous voulez que je vous montre les SMS que j'ai avec les infirmières, les coups de téléphone que j'ai avec les infirmières? Vous avez une pratique vertueuse, mais si vous voulez, il manque de médecins. Donc il y a des endroits où il n'y a qu'une infirmière qui peut résoudre la question à l'heure actuelle. Mais attendez, mais il faut bien un médecin. Il faut bien qu'elle soit beaucoup plus. Il faut bien un médecin qui connaisse la personne. Il faut bien un médecin qui connaisse la personne. Oui, mais pourquoi ne pas déléguer quand on manque de médecins? Mais moi, j'ai des gens diabétiques, j'ai des gens qui sont grabataires chez eux, qui ont des séquelles d'hémiplégie, etc., qui sont sur un lit d'hôpital que je vois tous les 3 mois ou même voire des fois tous les 6 mois. S'il y a un souci, l'infirmière m'appelle. C'est une infirmière libérale qui a comment dire une expérience. Mais quand il y a personne. Mais il y a des infirmières. Non, mais quand il n'y a pas de médecin. Mais quand... Dans des zones où il n'y a pas de médecin. Comment vous faites actuellement? C'est justement pourquoi ne pas donner la possibilité aux infirmières ou à d'autres, je sais pas, aux kinés ou d'autant que c'est des formations courtes. Pourquoi il n'y a pas de médecin? On en forme 4500 chaque année. Oui. Où ils sont? Où ils sont? Depuis 10 ans, on en forme 4500. Où ils sont? Eh ben, ils veulent pas faire ce métier parce que ils sont pas payés. Ils préfèrent avoir un boulot de salarié. Non, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a moins de médecins. Il n'y a pas assez de médecins à l'heure actuelle. Il n'y a pas assez d'expertise médicale. On a parlé d'Auxerre tout à l'heure, mais la Saône-et-Loire, ils ont salarié 84 médecins, le département de Saône-et-Loire, 84 médecins. Combien vous croyez qu'ils font d'actes par jour? 84 médecins salariés à 4 000, 5 000 euros par mois. Ils font 27 consultations par semaine. Je voudrais pas payer les impôts en Saône-et-Loire. Là, ils viennent d'en embaucher 24 en plus. 27 consultations par semaine. Est-ce que vous croyez que c'est la solution
Donc, si vous voulez, oui. Oui, si, parce que si ça assure une continuité de soins, comment voulez-vous assurer une continuité des soins Mais alors là, à ce moment-là, c'est pas 100 000 médecins qu'il faudrait, c'est 300 000. Non, mais là, on a 4 000 infirmières, juste pour terminer, on a 4 000 infirmières qui sont en stock, si je puis dire, et qui peuvent être formées avec des formations assez courtes pour résoudre à court terme, parce que le problème, c'est de faire aussi des solutions de court terme, parce qu'une formation de médecin numerus clausus qui a été citée, on le sait tous, c'est 8-10 ans, donc on n'a pas la solution pour demain. Oui, docteur L'Apostole, vous voulez intervenir sur un point qui était à relever dans cette intervention, c'est l'âge du patient. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un patient de 96 ans, et ça aussi, ça a fondamentalement changé, mais sur une très très courte période. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus de réticence collective à faire admettre en réanimation un patient de 90 ans, voire de 100 ans, quand on considère qu'il y a un épisode aigu et que quelques jours après, il va pouvoir rentrer chez lui dans des conditions de vie qui sont équivalentes à ce qu'elles étaient avant. Vous voulez dire qu'avant, on l'aurait pas pris en charge? Bien sûr que non. On l'aurait pris en charge différemment, c'est-à-dire qu'on l'aurait mis dans un service de médecine avec un niveau de soins. Il va mourir, quoi. Bien sûr, beaucoup moins. On le met de côté, il va mourir. Beaucoup moins intensif, mais parce qu'on considérait que 90 ans, un infarctus du myocarde, c'était mortel. Aujourd'hui, à 90 ans, si le patient est en bon état général, on discute et on le prend en charge comme on prendrait en charge un autre patient. Le problème, il est que derrière, ce patient, il va pas au bout de 3 jours se remettre debout et rentrer à la maison. Oui. Donc c'est là qu'il va falloir organiser la suite. Et ça a été évoqué. On sait que ce patient âgé, le patient diabétique, tous les patients qui ont des maladies chroniques, les décompensations, le moment où ça bascule. Oui. C'est généralement prévisible. C'est-à-dire que c'est pas on-off. C'est pas d'un seul coup le patient se lève le matin et sa pathologie a décompensé. Il y a eu des signes avant-coureurs dans les jours qui précèdent. Et on n'est pas suffisamment organisé pour proposer une alternative à l'hospitalisation à ces patients. Avec un médecin référent, avec une structure d'hôpital de jour qui permettrait derrière d'éviter l'hospitalisation. Et il faut pas oublier, c'est le dernier point, que chez ces patients âgés et a fortiori très âgés, le maintien à domicile est une priorité parce qu'il n'y a rien de pire pour eux que d'être hospitalisés et hospitalisés de façon prolongée. Ça, c'est certain. C'est une évidence. Moi, mon plus vieil, mais vous savez, le vieillissement de la population, moi, mon plus vieil utilisateur de Viagra, il avait 98 ans. Ah, oui. Et alors, je lui disais, fais gaffe quand même. Et alors, il me disait, mon petit Jean-Paul, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Et donc, mais vous savez, les gens, ils vivent, moi, tu sais, là, on va parler de la retraite, de l'âge de la retraite. Moi, quand je me suis installé il y a 50 ans, les gens partaient à la retraite à 65 ans, à 70, 72, ils avaient la bonne idée de mourir. Maintenant, moi, j'en ai un de 84 ans qui a fait le tour de Chine avant le Covid en 3 semaines. Il est revenu me voir en me disant, écoutez, je sais pas ce que j'ai, je suis un peu fatigué. Donc, c'est sûr que les choses ont changé, mais bon. On n'est pas assez organisé et je dirais qu'on n'est pas assez éduqué aussi, parce que dans nos formations, on parle tout le temps là d'organisation, de coordination, collective, coopération. On n'a jamais eu d'enseignement sur ces sujets. Moi, j'ai été bombardé interne de médecine avec une équipe, vous voyez, avec des personnes avec lesquelles je dois me coordonner. En fait, ça a dépendu de mes qualités intrinsèques, si je puis dire, et innées. Ça n'a pas du tout été une formation. De ce point de vue-là, c'est une piste qui, à mon avis, est pas assez exploitée, qu'il est dans d'autres systèmes, c'est qu'on manque de formation au management, on manque de formation au travail collectif, on manque sur les gestions de conflits, sur ces questions d'organisation, alors qu'on est sur des lieux physiques différents. Je terminerai. Des formations de ce type-là, c'est pas de changer les médecins en managers, hein, et qu'on prenne bien. C'est simplement d'avoir une sensibilité. Ce sont des travaux qui sont devenus très complexes au quotidien. Alors, on est en train de travailler là-dessus dans la formation des internes de à peu près toutes les spécialités, d'accord, avec la simulation. Oui. C'est-à-dire que une partie de l'apprentissage qui se faisait de façon théorique à la fac ou bien au lit du patient avec un compagnonnage est en train de basculer doucement, parce que ça demande une énorme ressource humaine, vers de la simulation. C'est-à-dire qu'on a un mannequin. Comme la simulation de vol, quoi. Absolument. Pour le pilote. Et on travaille autour d'un mannequin. Et ce que ça nous a permis d'introduire dans la formation, c'est le travail en équipe. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas uniquement les connaissances et les compétences d'un médecin ou d'une infirmière, on évalue leur capacité à travailler ensemble, de façon multidisciplinaire. Et ça peut aussi changer la donne. Un mot quand même sur ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, et j'en parlais avec Philippe Juvin, c'est à l'hôpital notamment... Est-ce vrai à Bobigny ou ailleurs, en Seine-Saint-Denis, trop de personnel administratif par rapport au nombre de personnels soignants? Franchement. Les chiffres... Franchement, vous à Bobigny.
Les chiffres sont parfois un peu mystérieux sur l'évolution du personnel administratif versus le personnel médical et paramédical. En tout cas, on a plus souvent l'impression de manquer de personnel médical et paramédical que de personnel administratif, ce qui est une partie de la réponse quand même. Oui, c'est une partie de la réponse. Regardez un exemple, l'organisation territoriale. Là, actuellement, on est en train de nous vendre des coordinations pour des communautés professionnelles de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé. Alors qu'on pourrait s'appuyer simplement sur le médecin, l'infirmier et le pharmacien, on pourrait très bien. Mais là, les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont censées nous redonner du temps médical, en fait, c'est de la réunionnite, c'est de l'évaluation, des protocolisations à ne plus en finir. Vous parliez du travail en équipe, mais les infirmiers, on les connaît. On sait lesquels vont pouvoir prendre en charge tel ou tel patient. On sait qui va nous alerter, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est important, c'est qu'on se connaisse territorialement, médecins, infirmiers, pharmaciens. C'est ça qui est important. C'est le noyau, c'est la base du maintien à domicile, c'est la base des retours rapides à domicile, et c'est la base d'éviter les hospitalisations. Étienne Maviel. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est de soutenir l'initiative locale. C'est-à-dire que on a toujours des réformes sur des diagnostics, sur coopération, parcours, fluidité, mais par contre dans la mise en œuvre, on est toujours relativement descendant encore, alors qu'effectivement centralisé. Vous avez tout à fait raison. Ce qui compte, c'est quand il y a une initiative locale qui a des gens qui travaillent déjà ensemble, c'est de partir de cet existant et simplement l'accompagner. Ça, on n'est pas très bon dans l'action publique. Le deuxième point que je voudrais terminer, sur lequel je voudrais insister, c'est sur coopération, parce que c'est un vrai axe de réforme qui est pas du tout exploité à mon avis. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison. Moi, je partage votre avis. C'est de la formation, c'est de l'éducation, c'est du recrutement. Le cas exemplaire qu'on cite souvent, la nomination des profs universitaires à l'hôpital se fait sur titres et travaux et recherches. Ça ne veut pas dire que ce sont des bons managers d'équipe. Ni des bons enseignants. Comment ? Ni des bons enseignants. Ni des bons enseignants. Mais ça veut dire que quand vous vous retrouvez à gérer une équipe de 70 personnes et que vous avez ces problèmes qui ont été cités, vous n'avez pas forcément les meilleurs qui sont en poste. Le financement, quand vous faites un financement individuel pour terminer, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a aucune incitation à la coordination. À l'heure actuelle, vous êtes dans un système, il faut bien quand même le comprendre, qui est en silo. C'est-à-dire vous payez l'hôpital d'un côté, vous payez la médecine de ville de l'autre, mais vous n'avez aucune incitation pour la coordination ville-hôpital. Donc, coordination, collaboration, enfin bien, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Il est quelle heure ? Il est 11h48. Je vous retrouve dans 2 minutes avec tous nos invités. Je voulais simplement, Jean-Paul Hamon, j'ai un message de Myriam qui est dans les Hauts-de-Seine, qui ne veut pas passer à l'antenne, qui remercie chaleureusement Jean-Paul Hamon. Ça fait du bien d'être entendu. Bien, je ne sais pas si vous connaissez Myriam, Jean-Paul, moi, bon, 11h48, à tout de suite. Bien, pour le moment, Emmanuel Macron n'a pas fait de propositions concrètes. Il promet des réponses concrètes face à la crise du système de santé. Que dit-il ? Il y a des demandes qui existent et qui ont leur part de légitimité qu'il faut entendre. Bon. Nous verrons bien ce qu'il a entendu. Oui, ça c'est du vent. Pour l'instant, c'est du vent. Mais bon, nous verrons bien. 11h51. Je voulais parler de la responsabilité quand même des patients. Du consommateur de santé qui aujourd'hui il attend beaucoup à juste raison mais bon, il est avec sa carte de sécurité sociale comme avec sa carte de paiement, quand il donne sa carte et ça lui coûte rien. Non, il est surtout sur connaît même pas le coût du soin. Il est surtout sur Internet et ça génère beaucoup de pathologies. Ça veut dire qu'il sait tout, quoi. Moi, je me souviens avoir vu comme ça un journaliste venir à mon cabinet sur les consultations et alors je lui ai dit j'ai tapé 2 symptômes, mal de tête et nausée. Et on a ouvert Internet. Le premier référence c'était un forum et au milieu de ce forum, la première page sur le forum, il dit c'est comme ça qu'on a trouvé ma tumeur cérébrale. Alors j'ai dit écoutez, le gars il y a quelque chose qui est peut-être pas passé. Là il a peut-être une gastro qui dépasse. Je dis s'il jette pas sous le métro, il va aller voir quand même un médecin qui va pouvoir le rassurer. Mais c'est vrai qu'Internet génère beaucoup de consultations. On a la même chose en onco, on a avec les médecines complémentaires, les médecins en règle générale, oncologues, en tiennent compte parce que si ça a un effet... L'oncologie, c'est le soin du cancer, il faut le savoir. Si ça a un effet placebo, donc un effet positif, il faut le laisser, mais parfois, en fait, effectivement, les patients se rendent pas du tout compte de la fake news qu'il y a sur Internet. Moi, je vous donne un exemple, c'est le curcuma. Le curcuma est souvent employé par les patients en médecine complémentaire.
A priori, ça donne pas d'éléments positifs prouvés, mais ça ne doit pas faire de mal. Le seul problème, c'est que ça a un effet qu'on appelle on-off. C'est-à-dire si vous avez de la dose cumulée de curcuma, vous évacuez la chimiothérapie plus vite. C'est-à-dire que le traitement que vous prenez contre le cancer disparaît beaucoup plus vite. Et donc l'efficacité du traitement s'en ressent. C'est-à-dire que vous avez moins d'efficacité de traitement. Et vous avez à l'heure actuelle des collègues qui en consultation ont des patients qui disent « Ah mais docteur, moi je suis guéri, merci beaucoup, et c'est grâce au curcuma. » Parce qu'effectivement, en évacuant la chimiothérapie, vous n'avez plus les effets indésirables. Vous n'avez plus des fourmillements ou des diarrhées ou des vomissements. Et c'est très compliqué en consultation de détricoter, d'expliquer aux patients toute la logique. C'est-à-dire de dire, mais non, en fait, c'est parce que le curcuma a un effet justement, négatif. Le changement du comportement du patient, c'est très intéressant. Ça aussi, ça influe évidemment sur le fonctionnement de notre système de soins, Frédéric Lapostole. Ce qui est sûr, c'est que l'accès à l'information pour la population a radicalement changé. C'est facile en 2 clics de trouver des informations. Dans ces informations, il y a des informations pertinentes et il y a aussi des informations qui sont des informations de sources diverses et variées, de personnes qui parfois d'ailleurs ont un conflit d'intérêts, parce que si je vends du curcuma, évidemment, je vais faire en sorte que mon site apparaisse et que je puisse prospérer là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça a été discuté pendant la période du Covid. On a évoqué le fait que la culture scientifique de la population française était insuffisante. Et c'est vrai que si on met en parallèle la multiplication des publications scientifiques, la vitesse à laquelle diffuse l'information aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, y compris pour les médecins de temps en temps de se faire une idée. Et puis moi j'ajoute au changement de comportement quelque chose qui n'est pas le fait des médecins et qui moi m'a fait hérisser les cheveux sur la tête, c'est quand on constitutionnalise le principe de précaution, qui est antinomique avec la décision médicale, puisque le risque zéro n'existe pas en médecine. Dans le meilleur des cas, on va écarter à 99% tel ou tel diagnostic. Le principe de précaution, ça veut dire que c'est pas 99, c'est 100. Et ça peut conduire, par précaution justement, à multiplier les consultations, à multiplier les examens, alors que globalement pour la population, la balance n'est pas à poursuivre ces examens. Et donc les éléments sont multiples, et c'est clair que il y a une nécessité d'éduquer la population. Mais c'est compliqué d'éduquer la population, parce que la façon d'accéder au système de soins en 2023 n'est pas la même qu'il y a 10 ans. Et l'éducation d'il y a 10 ans marcherait plus aujourd'hui, parce que on n'accède pas aux mêmes soins pour les mêmes raisons. Oui. Aujourd'hui, on va recourir, et je l'évoquais tout à l'heure, on n'aurait jamais dit il y a 10 ans à une personne de 90 ans, vous avez mal dans la poitrine, appelez le SAMU parce que c'est peut-être un infarctus. Et donc l'éducation est d'autant plus problématique que la façon de soigner les patients change en permanence. Eh bien, merci messieurs. Merci d'être venus nous voir. C'était passionnant, comme souvent, ces débats entre 11h et midi sur un sujet précis. J'aime bien parce que vous connaissez la question. J'ai horreur des débats où nous avons des invités qui évoquent tous les problèmes et qui ont des réponses à tout. Bien, il est 11h56. Merci d'être avec nous.